Bonjour, je remercie les organisateurs de m'avoir confié cette conférence pour vous parler du traitement des tuberculoses multirésistantes. Comme vous le savez, la tuberculose multirésistante constitue un problème majeur de santé publique et constitue un obstacle au contrôle efficace de la tuberculose. Et ceci est dû, entre autres, à la qualité des programmes nationaux de lutte antituberculeuse, à l'échec des régimes de retraitement, des facteurs de risque et des situations particulières telles que la dénutrition, la pauvreté, l'infection VIH, le diabète et surtout l'insuffisance de dépistage de la résistance. Tout en sachant que les techniques de diagnostic rapide de la résistance ont largement amélioré la prise en charge des patients, cependant le traitement est complexe et toxique. Donc la tuberculose multirésistante est une maladie grave du fait de l'échec et de la mortalité importante et c'est une maladie coûteuse. Malheureusement, le dépistage est insuffisant, donc il est nécessaire de faire un diagnostic rapide et une mise en charge précoce. Qu'en est-il de l'épidémiologie de la tuberculose multirésistante? Comme vous le savez, chaque année, depuis 1997, l'OMS publie un rapport mondial sur la tuberculose qui fournit une mise à jour de la situation mondiale de la tuberculose. Et dernièrement, le rapport mondial sur la tuberculose a été publié le 14 octobre 2020, qui en plus a essayé d'évaluer, de faire des évaluations préliminaires de la façon dont la pandémie Covid-19 peut affecter les services de santé, le traitement et les efforts de prévention de la tuberculose. Donc, on estime actuellement que environ 600 000 patients tuberculeux ont développé une tuberculose résistante à la rifampicine, parmi lesquels à peu près 500 000 ont une tuberculose multirésistante. Malheureusement, malgré ces estimations-là, on sait qu'actuellement, à peu près 41% des patients ayant une tuberculose multirésistante ont été réellement identifiés et uniquement 38% de ces patients ont été inscrits pour recevoir le traitement. Parmi ces patients ayant une tuberculose multirésistante, on estime que 4,1% de nouveaux cas ont une tuberculose multirésistante primaire et 19% des patients tuberculeux déjà traités ont une tuberculose donc multirésistante secondaire. Et on estime actuellement que parmi les 9% des cas de tuberculose multirésistante, ce sont des formes de tuberculose ultra-résistantes. Tout en sachant que les taux de guérison restent faibles, de l'ordre de 54% pour les tuberculoses multirésistantes et de 30% pour les formes de tuberculose ultra-résistantes. Simplement à noter que dans 3 pays tels que l'Éthiopie, le Kazakhstan et le Myanmar, où la couverture par le traitement de la tuberculose est élevée et des taux de guérison plus élevés, ont été observés pour les cas de tuberculose multirésistante qui dépassent les 75%. Enfin, le taux de mortalité reste assez important, estimé aux alentours de 40% des cas. Sans oublier que la tuberculose multirésistante chez l'enfant existe. Malheureusement, elle est sous-diagnostiquée dans la majorité des cas et l'OMS estime en 2017 qu'environ 4% des cas de tuberculose de l'enfant sont des formes de tuberculose multirésistante. Actuellement, dans le service, nous prenons en charge 3 patients, 3 enfants âgés de 3 à 12 ans qui sont porteurs de tuberculose multirésistante. Donc, tout ceci pour insister sur le fait que cette tuberculose multirésistante est sous-diagnostiquée, mais qu'il y a eu des efforts importants qui ont été faits ces dernières années. Et vous voyez ici sur cette carte qu'il y a actuellement, depuis de 1995 en 2020, quand même une bonne couverture de dépistage de la résistance à la rifampicine dans plus de 80 pays, parmi lesquels vous voyez le dépistage aussi rapide au niveau de la Tunisie. Qu'en est-il donc en résumé de l'épidémiologie de la tuberculose dans le monde, si on peut résumer? On estime qu'actuellement 5 millions de personnes ont reçu un traitement contre la tuberculose en 2019 et 125 000 personnes ont reçu un traitement contre la tuberculose multirésistante avec une couverture qui a atteint 38% en 2018 avec des taux de succès thérapeutiques qui ont passé de 51% en 2010 à 57% en 2016 avec une cible mondiale de 90% de couverture du traitement contre la tuberculose résistante d'ici 2030. Il y a aussi 6107 personnes atteintes de tuberculose ultra-résistante qui sont actuellement traitées et plus de 300 000 patients tuberculeux séropositifs qui ont commencé un traitement antirétroviral pendant leur traitement contre la tuberculose en 2019. Qu'en est-il maintenant de la pandémie Covid-19 et de la tuberculose? Quelle évolution?
D'après l'OMS, et on le sait tous, il risque de voir des efforts de lutte contre la tuberculose anéantis par la Covid-19, par la crise économique, l'augmentation de la pauvreté, donc un risque d'inverser les progrès réalisés malheureusement. Et on estime qu'entre 2020 et 2025, pour 3 mois uniquement de confinement, nous avons estimé qu'il y aura une réduction du nombre de cas dépistés, plus de 6 millions d'infections tuberculeuses, 2 fois plus de décès qu'en 2019. Et donc, en 2020, le Covid-19 a délogé la tuberculose comme principale cause de mortalité par maladie infectieuse dans le monde, oui, mais on ne sait pas par la suite si le taux de mortalité par tuberculose ne va pas vraiment augmenter. Et ce Covid-19 va perturber les services de santé. En effet, il a été signalé que de nombreux pays utilisaient des machines GenExpert pour les tests Covid-19 et d'autres ont réaffecté leur personnel du programme de lutte contre la tuberculose au diagnostic de la Covid-19, entraînant ainsi une nouvelle pénurie des ressources déjà maigres de diagnostic et de traitement de la tuberculose. Qu'en est-il en Tunisie? Rapidement, pour vous dire qu'en 2004, il y a eu une intégration de la lutte contre la tuberculose multirésistante dans le programme national de lutte contre la tuberculose. En 2005, le programme national de lutte contre la tuberculose a été approuvé par le GLC. Entre 2008 et 2012, on a eu une désignation et un aménagement de 2 cycles de prise en charge de la tuberculose résistante. Ce sont les 2 services de pneumologie de l'hôpital de l'Ariana et de l'hôpital de Mazoubourguiba. Entre 2011 et 2015, il y a eu une élaboration du plan stratégique national pour la prévention et la lutte contre la tuberculose multirésistante et la tuberculose ultra-résistante. Et en 2011, nous avons introduit les techniques de diagnostic rapide, telles que le GenExpert MT-Rifadine, dans les 2 laboratoires de microbiologie, à savoir le laboratoire national de référence de l'hôpital Abdelrahmani Ariana et l'hôpital Yedi Sheikh de Sfax. Entre 2011 et 2012, nous avons mené une enquête nationale sur la prévalence de la multirésistance et vous voyez que nous avons un faible taux de résistance primaire, inférieur à 1% chez les nouveaux cas et pratiquement 12% de tuberculose multirésistante. Ce qui prouve que la Tunisie reste quand même un pays à faible endémicité de tuberculose multirésistante. En 2013, nous avons élaboré notre premier guide de technique de prise en charge de la tuberculose résistante qui a été actualisé en 2018. En avril 2017, nous avons introduit le régime court qui a été recommandé par l'OMS et enfin en janvier 2020, nous avons aussi introduit le régime entièrement oral, malheureusement arrêté ces derniers mois du fait de la pandémie Covid-19 et nous n'avons pas pu recevoir de nouveau les médicaments tels que la bédaquiline. Donc en 2018, nous avons eu 19 nouveaux cas enregistrés de tuberculose multirésistante avec 79% de succès. Avec 4 cas de tuberculose ultra-résistante, dont 2 décédés, 1 guéri et 1 sous traitement qui est pratiquement guéri actuellement. Et en 2020, nous avons 17 nouveaux cas tunisiens. Donc la Tunisie, donc je l'ai déjà dit, est un pays à bas niveau de multirésistance, mais nous l'espérons que ça va rester comme cela avec cette pandémie Covid-19. Qu'en est-il du diagnostic de la tuberculose multirésistante? Évidemment, l'OMS recommande l'utilisation de tests de sensibilité aux médicaments moléculaires rapides, homologués, comme test initial pour détecter la résistance. Et c'est l'utilisation de ces tests moléculaires, à savoir l'amplification des acides nucléiques, qui a considérablement réduit le délai du diagnostic de la tuberculose. Outre le test de GenExpert MT-Rifadine que vous connaissez tous pour la amplicine, il y a l'hybridation inverse sur bandelette, les LPI, qui permet de détecter des mutations associées à la résistance à la rifadine, à l'isoniazide, mais aussi aux drogues de seconde ligne, telles que les fluoroquinolones et les médicaments injectables. Ainsi, ce LPA permettra d'avoir des résultats rapides en quelques jours afin de décider du schéma initial pour le traitement. S'il y a une mutation INH à seul, on peut utiliser l'isoniazide, il restera efficace à forte dose. S'il y a des mutations 4G ou INH A et 4G, l'isoniazide, malheureusement, ne pourra pas être efficace, même à forte dose. Donc, nous venons au traitement de la tuberculose multirésistante, et vous voyez, ça fait des années que l'OMS publie des guidelines pour la prise en charge de la tuberculose multirésistante. Nous-mêmes, nous nous basons sur ces guidelines et le dernier en date de 2020 et nous aussi, nous avons déjà publié nos recommandations dans notre guide en 2018. Et actuellement, vous savez que depuis 2016, l'OMS recommande des schémas standardisés plus courts,
traitement de la tuberculose multirésistante en utilisant 7 médicaments avec une durée de traitement de 9 à 12 mois. Les indications sont claires. Toutes les formes de tuberculose multirésistante, avec soit une tuberculose résistante à la rifampicine isolée ou une tuberculose résistante à la rifampicine et à la rifampicine, indépendamment de l'âge du patient ou du statut VIH. Et ceci a permis une réduction importante du coût du traitement de la tuberculose multirésistante. Donc, les indications sont claires. Il faut bien vérifier s'il y a une résistance confirmée ou une suspicion d'inefficacité d'un médicament d'un régime court. Est-ce qu'il y a une exposition à plus d'un médicament de seconde ligne? S'il y a une intolérance à un médicament dans le régime court? S'il y a une grossesse? S'il y a une maladie extrapulmonaire, c'est-à-dire une tuberculose extrapulmonaire, ou au moins un médicament du chemin court de tuberculose multirésistante qui n'est pas disponible dans ce programme, à ce moment-là, nous ne pourrons pas utiliser ce schéma court. En l'absence de ces différentes contre-indications, on peut utiliser le schéma court qui comprend 2 phases. Une phase intensive qui dure 4 à 6 mois, comprenant un aminoside, en l'occurrence la kanamycine, une quinolone, la moxifloxacine, l'éthionamide, la clofazimine, le pyrazinamide, l'INH à forte dose et l'éthambutol. Cette phase intensive est suivie d'une phase de continuation de durée de 5 mois où on utilise uniquement 4 drogues, la moxifloxacine, la clofazimine, le pyrazinamide et l'éthambutol, avec une durée totale donc de 9 mois à 12 mois en fonction de l'évolution clinique et bactériologique. Tout en sachant que depuis 2018, l'OMS a publié les principaux changements dans le traitement de la tuberculose résistante à la rifampicine et la tuberculose multirésistante, avec actuellement des recommandations encore plus récentes en 2020. En effet, en 2019, donc là, il y a eu une révision par l'OMS de l'utilisation du schéma plus court entièrement oral contenant la bédaquiline et qui a été mis en œuvre systématiquement en Afrique du Sud avec plus de 10 000 patients inclus dans ce schéma entièrement oral. Et donc, les recommandations conditionnelles actuelles, c'est de proposer le schéma plus court entièrement oral contenant la bédaquiline pour la tuberculose multirésistante comme option de traitement avec comme objectif principal, c'est d'améliorer la gestion de la tuberculose multirésistante dans les programmes de lutte anti-tuberculose. Et ceci, donc, le développement des schémas courts et du traitement entièrement oral a été basé sur essentiellement 2 études observationnelles que vous connaissez, je pense. La première qui a été menée au Bangladesh et la deuxième en Afrique subsaharienne, l'étude de STREAM avec l'essai de stade 1. Et c'est grâce à ces 2 études observationnelles que l'OMS recommande de privilégier les schémas thérapeutiques plus courts de 9 mois, car ils permettent d'obtenir un succès thérapeutique chez environ 80% des participants. Tout en sachant que les médicaments injectables de deuxième intention, si possible, devraient être remplacés par un régime entièrement oral contenant de la bédaquiline avec du délamanide et le prétomanide. Et ceci pour améliorer les résultats du traitement, de minimiser encore une fois les effets secondaires et d'améliorer l'observance. Ces schémas courts entièrement oral, contenant donc la bédaquiline, peut être proposé après exclusion d'une résistance au fluoroquinolone dans les situations suivantes. Tout d'abord, il n'y a pas de résistance ou d'inefficacité présumée d'un médicament dans le schéma plus court. Il n'y a pas d'exposition préalable à des médicaments de deuxième intention dans le schéma pendant plus d'1 mois. Il n'y a pas de tuberculose maladie étendue et pas de tuberculose extrapulmonaire sévère. Évidemment, ce schéma, pour l'instant, n'est pas indiqué dans les grossesses, mais ce schéma court peut être utilisé chez les enfants de 6 ans et plus. Ce schéma court entièrement oral comprend une phase initiale avec 7 drogues, la bédaquiline, la lévofloxacine ou la moxifloxacine, la clofazimine, qui, je rappelle, est un médicament qu'on utilise dans la lèpre, l'éthionamide, l'éthambutol, l'isoniazide à forte dose et le pyrazinamide d'une durée de 4 mois avec une possibilité de prolonger à 6 mois si l'électrotype reste positif à 4 mois. Cette phase initiale se continue par une phase de continuation où on supprime uniquement la bédaquiline avec une durée totale de 5 mois, soit un total de traitement de 9 mois. Comme je vous l'ai déjà dit, ce traitement court oral a fait ses preuves chez les enfants atteints de tuberculose multirésistante, comme vous le voyez sur ce papier qui était récemment publié en 2020. Et donc, ces auteurs ont
ont démontré que ce schéma entièrement oral contenant la bédaquiline peut être utilisé chez les enfants âgés de plus de 6 ans, avec même des formes galéniques adaptées, c'est-à-dire des comprimés dispersibles avec un goût agréable. Et ce schéma a été utilisé chez les enfants et les adolescents âgés entre 5 et 18 ans, avec une tuberculose multirésistante, voire même une tuberculose ultra-résistante, avec une pharmacocinétique et un profil de sécurité comparable à celui des adultes. Deuxièmement, si en l'absence d'utilisation de ces schémas entièrement oraux, donc qui est l'avenir maintenant de la tuberculose multirésistante, on peut utiliser les schémas thérapeutiques qui sont plus longs, surtout chez les patients non admissibles aux schémas plus courts, entièrement oraux, y compris ceux avec une résistance au quinolone ou lorsqu'il y a un accès limité aux antibiotiques, aux tests de sensibilité fiables. Et donc, depuis 2018, et après classement des médicaments, l'OMS donne la priorité aux médicaments oraux les plus efficaces. Et actuellement, l'OMS considère que seuls les médicaments du groupe A et C ont un rôle à jouer dans les schémas thérapeutiques plus longs de la tuberculose multirésistante. Je rappelle les différents groupes actuellement des médicaments utilisés dans les schémas plus longs de la tuberculose multirésistante. Nous avons le groupe A, où on doit inclure normalement les 3 médicaments, à savoir une quinolone, soit la levofloxacine ou la moxifloxacine, la bédaquiline et le niazoline. Et le groupe C, les l'ethambutol, le délanamide, le pyrazinamide, l'imipénème, silhistamine ou méropenem, l'amicacine, l'éthionamide et le PAS. Donc, la durée des schémas plus longs de la tuberculose, c'est minimum un total de 18 à 28 mois. Et lorsqu'on utilise une drogue injectable telle que l'amicacine, évidemment, la phase intensive est variable, mais elle dure généralement de 6 à 7 mois et en fonction par la suite de l'évolution clinique et de la négativité des cultures. En Tunisie, malheureusement, nous avons repris. Maintenant, nous avons déjà utilisé le schéma long, mais maintenant nous l'avons repris puisqu'on manque de médicaments, en particulier de la bédaquiline et de la clofazimine. Donc, ce schéma long comprend une phase initiale avec 5 drogues, l'amicacine, la levofloxacine, la cyclocérine, l'éthionamide et le pyrazinamide, d'une durée de 6 à 8 mois en fonction de l'évolution et de la négativité des cultures, suivie d'une phase d'entretien à base de levofloxacine, de cyclocérine, d'éthionamide et de pyrazinamide. Dans tous les cas, il faut toujours associer la pyridoxine, donc la vitamine B6, et aussi des IPP pour éviter les troubles digestifs. Sinon, on peut utiliser aussi le PAS et la capromycine quand on a une résistance ou une exposition préalable aux médicaments injectables. Tout en sachant que ce traitement long est très toxique, vous voyez que dans cette thèse qui a été menée dans notre service, pratiquement la majorité des patients, pratiquement 90% des patients, ont présenté des événements indésirables. Essentiellement, ce sont des troubles digestifs à type d'épigastrachie, de vomissement ou d'arthralgie, et surtout des troubles auditifs à type d'hypoacousie, voire même de surdité. Enfin, il ne faut pas oublier que la prise en charge du patient multirésistant est basée aussi sur l'apport à un support nutritionnel, sur le traitement des comorbidités telles qu'un diabète, tels que les troubles psychiatriques, d'autres thérapeutiques. On a besoin parfois d'administrer de l'oxygénothérapie en cas de forme de tuberculose grave, voire même de corticothérapie, surtout s'il y a une atteinte neuroménagée, et surtout un soutien psychologique. Et pourquoi pas une aide matérielle, tout en sachant que nous avons eu le soutien du Global Fund il y a quelques années, et ça a été très bien pour nos malades de tuberculose résistants. Cette aide matérielle leur a permis tout d'abord de survivre puisqu'ils ne pouvaient plus travailler, et surtout d'être compliants et de venir régulièrement suivre les contrôles médicaux. La surveillance et le suivi des patients multirésistants, évidemment, se base sur la stratégie DOT, c'est le traitement directement observé. Elle se base essentiellement sur la clinique, c'est sur la prise du poids essentiellement, mais aussi la tolérance. Et il faut une éducation intensive du patient et une prise en charge efficace des effets secondaires qui, comme je vous l'ai déjà précisé, sont assez nombreux et assez graves. Avec une surveillance bactériologique, nous préconisons des produits et des cultures tous les mois pendant la phase initiale, avec une surveillance biologique, un bilan rénal, un bilan biologique complet, sans oublier le bilan thyroïdien,
parce que les antituberculeux de seconde ligne peuvent donner une hypothyroïdie. Et malheureusement, dans le service, nous avons eu 2 patientes qui ont présenté une hypothyroïdie secondaire au traitement de seconde ligne. Évidemment, en audiogramme, si on utilise des aminosides. Qu'en est-il maintenant de la prise en charge des contacts des patients atteints de tuberculose multirésistante? Évidemment, tous les contacts exposés à un patient atteint de tuberculose multirésistante nécessitent une surveillance longue et régulière avec 2 étapes. Tout d'abord, éliminer une tuberculose maladie active par l'examen clinique, évidemment par les données d'imagerie, la radiographie du thorax et plus ou moins une tomodensitométrie thoracique, et par les examens radiologiques. Et la deuxième étape, une fois que nous avons éliminé une tuberculose maladie active, c'est de rechercher une infection tuberculeuse latente. Donc, concernant le patient symptomatique, si le contact a une tuberculose active confirmée, évidemment, nous allons faire rapidement un test de sensibilité avec un test de diagnostic rapide par la culture liquide et le gène expert. Et généralement, si le test confirme le diagnostic de tuberculose multirésistante, on commencera un traitement de deuxième ligne, tout en sachant que la prise en charge doit être faite en milieu spécialisé. Maintenant, si le contact est asymptomatique, et on va rechercher une infection tuberculeuse latente, et 2 grandes questions se posent. Faut-il traiter l'infection latente si elle existe? Et comment traiter cette infection tuberculeuse latente? Tout en sachant que tous les cas de tuberculose clinique de tuberculose multirésistante, des contacts des patients tuberculeux résistants, doivent faire l'objet d'une discussion avec un groupe consultatif d'experts dans la tuberculose. Et plusieurs schémas thérapeutiques ont été proposés pour les sujets contacts comme traitement préventif. On a proposé la fluoroquinolone seule, telle que la moxifloxacine ou la levofloxacine, aussi les fluoroquinolones avec un éthambutol ou l'éthionamide, ou encore une fluoroquinolone avec un fuраzinamide, mais cette association est à éviter vu les événements indésirables importants. Dans tous les cas, en utilisant ces fluoroquinolones, il faut une surveillance rapprochée avec un électrocardiogramme de base qui sera répété à 4 semaines, puis pour tous les patients recevant la moxifloxacine avec un traitement directement observé et une surveillance des événements indésirables. Et la durée de ce traitement préventif est d'au moins 6 mois. L'autre alternative, c'est ce que nous utilisons dans notre service, c'est simplement une surveillance régulière tous les 6 mois en se basant sur la clinique, sur la radiographie du thorax et au besoin sur la pratique de bacilloscopie. Cette surveillance durera 2 ans, puis on fera une surveillance tous les 12 mois pendant 3 ans avec un total de surveillance de 5 ans. Dans tous les cas, les cas d'infection tuberculose latente seront toujours discutés avec une évaluation des avantages et risques du traitement préventif, des effets indésirables potentiels et de la disponibilité des médicaments antituberculeux efficaces. Enfin, je terminerai de façon globale par la prévention de la tuberculose résistante avec les 5 actions prioritaires essentielles pour accélérer la lutte contre l'épidémie de la tuberculose multirésistante, à savoir la prévention du développement de la résistance par un traitement efficace des cas de tuberculose à bacille sensible, le dépistage rapide et la détection des cas de tuberculose résistante, assurer un accès rapide à des soins, y compris un approvisionnement suffisant en médicaments de qualité, prévenir la transmission de la tuberculose multirésistante et contrôle de l'infection, et surtout un engagement politique, c'est-à-dire un financement des soins et de la recherche. Et enfin, pour prévenir la résistance secondaire, il ne faut jamais ajouter une seule drogue à un régime jugé inefficace. Deuxième volet de la prévention de la tuberculose multirésistante, ce sont les mesures d'isolement efficaces avec des chambres individuelles équipées d'un système de maintien de porte fermée avec ses propres installations sanitaires, avec renouvellement de l'air, une aération régulière de la chambre à porte fermée par ouverture des fenêtres, éventuellement, idéalement, une chambre à ventiler à pression négative et peut-être même utiliser des filtres EPA avec des lumières ultraviolets. Voici notre service de pneumologie à l'hôpital de Mariana où nous hospitalisons nos patients ayant une tuberculose multirésistante. Et vous voyez ici qu'on utilise simplement de la ventilation naturelle, sans oublier les mesures de contrôle de l'infection avec le port du masque FFP2. Enfin, le port de masque FFP2, évidemment, est porté par le personnel soignant et surtout le port de masque chirurgical est porté par le patient.
En conclusion, je dirais que la tuberculose multirésistante est une maladie grave et coûteuse, encore malheureusement sous-diagnostiquée et sous-traitée, et particulièrement chez les enfants. Les efforts mondiaux de lutte contre la tuberculose n'étaient pas sur la bonne voie avant même l'avènement de la pandémie de Covid-19. Et malheureusement, en 2020, la pandémie de Covid-19 a délogé la tuberculose de la principale cause de mortalité due aux maladies infectieuses dans le monde, mais elle va sûrement entraîner un retard et un sous-diagnostic de tuberculose, voire même des développements de formes graves de tuberculose. C'est ce que nous sommes en train de voir tous les jours. Et de nombreux défis restent à relever pour améliorer les services de traitement et de prévention de la tuberculose sous-optimaux, et les services de dépistage et de diagnostic de la tuberculose doivent être renforcés. Et je terminerai en disant que la résistance est entièrement fabriquée par l'homme.